J'ai arrêté en 2005 et ça fait 20 ans précisément que j'ai arrêté. C'est ultra présent parce qu'évidemment, c'est, tu vois, le Rex reste mon bébé. Des fois, je peux me sentir imposteur, enfin, tu vois? Genre pourquoi moi, quoi? C'est pas, je suis pas le meilleur en rien, en fait, tu vois? Ni en artistique, ni mais bon, il faut ce complément artistique, gestion, et je me suis rendu compte que c'est pas le plus évident, en fait, à réunir. Les très bons artistiques, sont très mauvais en gestion, les très bons gestionnaires, sont mauvais en artistique. C'est une constatation. Donc c'était pas normal pour moi que je fasse ça. Donc c'était formidable. Donc c'était incroyable. Et je m'y suis investi complètement. Au début, enfin, quand on faisait des concerts à 20 heures et des soirées à suivre à minuit, enfin, je vivais au Rex, je dormais au Rex. Les amis qui voulaient me voir devaient venir au Rex. Hein. Donc bon, à l'époque, j'étais tout vert, mais j'étais gamin, passionné, et c'était déjà ma vie, quoi. Il y a pas, je m'en fous, un week-end à la campagne, ça me prive pas du tout. Moi, j'ai toujours été fasciné par le monde de la nuit, les clubs, la musique, bien sûr, mais je dansais pas. Et donc, mais j'aimais bien être là. J'aimais bien être avec les gens. J'aime bien regarder les gens danser. Je sais pas si c'est un petit côté voyeur, mais j'aimais bien être là dans l'ambiance. Et du coup, comme je dansais pas, très vite, je me sentais à l'aise de me trouver un rôle, tu vois, une fonction, justifier une présence. Tu vois, je danse pas, mais voilà, je suis là, voilà, je suis occupé, quoi. Alors j'arrive en 84 avec l'équipe de Garance Productions. Donc grosse prod de concert à l'époque, et qui cherche une salle de spectacle pour des concerts, exclusivement des concerts. Quand je rentre avec eux, je suis régisseur en 84. Il reste 2 ans, ils rachètent l'Élysée-Montmartre, ils quittent le Rex, et c'est à ce moment-là que je propose la suite en fait au propriétaire. Moi, j'étais tout gamin, hein, j'avais 21 ans, quoi, tu vois. Et donc, moi, je continue, mais uniquement en soirée, en nuit. Mais je continue les concerts aussi, mais dans les soirées, voilà, parce que c'est ce que je sais faire. Et après, voilà, je travaille avec des organisateurs extérieurs pour organiser les soirées. Mais 88, c'est juste une étape importante, où là, il y a une équipe anglaise qui vient me voir pour organiser une soirée à Paris, et bon, ben, je comprends pas bien le son, etc. Et c'est un mardi soir, donc on tente le truc, et la soirée s'appelle Jungle. Et donc là, c'est une vraie découverte et musicale et publique, qui redonne envie aux gens de sortir, quoi, clairement. Quoi. On le sent un peu comme a pu être le disco à son époque. Là, il y a un public très branché, pour utiliser le terme de l'époque, très gai, beaucoup de journalistes, d'artistes. Le public me fascine aussi. Et le son, je prends une claque avec le son. Donc à l'époque, c'est acid house plutôt. Ils viennent avec une déco aussi assez hallucinante. Ils font venir, sur les premières soirées, ils font venir des bus d'Angleterre avec des danseurs, parce que les gens ne savent pas danser sur cette musique, tu vois. Donc là, on voit voilà, les danseurs habillés en fluo avec les sifflets, c'est, toute cette ambiance est fascinante. Donc les premiers DJ résidents sont Colin Fever et Colin Osgro. Et un petit Français qui arrive très vite, pas au début, mais qui arrive très vite, qui s'appelle Laurent Garnier. Et donc, suite à cette expérience, je commence à rencontrer d'autres acteurs des différentes tribus de musique électronique que je découvre. Enfin, que je découvre et qui apparaissent en fait. Parce qu'en 88, à Paris, il n'y a pas eu d'expérience encore de rêve, quoi. Tu vois, c'est 90. L'idée, c'était d'aller
tester, d'aller proposer un peu tous les différents styles de musique électronique. Pour moi, artistiquement, c'était cohérent, même si ces différentes tribus ne communiquaient pas, en fait, hein. C'était vraiment très cloisonné, et tout était assez discret aussi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'au moment, on subit de la part des autorités et même des médias, pas mal d'avis négatifs, en fait. C'était même mes collègues, mes camarades, même les très proches, qui continuaient à produire des concerts de rock, me disaient: mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est pas de la musique, quoi, ça va pas durer, quoi. Il y a pas d'identité, il y a pas, ça pourquoi tu» voilà, ils comprenaient pas. Donc j'étais un peu, contre, et mes amis, collègues du milieu rock et les autorités. Bon, on sait, hein, quand même, à l'époque, c'était, un raccourci, électro, drogue, voilà, et les médias. Bon, certains médias, mais la plupart des médias quand même, à l'époque, hein, on faisait une vraie, police, une vraie guerre à la drogue à l'intérieur. C'est-à-dire que ça pouvait être compliqué, voilà, mais il y avait une lutte et les autorités le savaient. Elles savaient que je faisais attention, que je m'en occupais, et cetera. Donc voilà, il y avait ça, mais c'était tendu. C'était très tendu, quoi. Dans la communication, on est aussi obligé d'être discret, paradoxalement, ou en tout cas subtil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annoncer non plus des soirées techno, des soirées rêves, etc. Il faut faire attention aux termes et à la communication. Parce qu'à l'époque, les premières rêves, elles sont censurées, en fait, là, et en même temps, j'ai aussi un autre, adversaire, qui sont les collègues discothèques, tu vois? Alors, moi, je me suis jamais senti concerné ou inclus dans les discothèques. Pour moi, c'est un club et on fait différentes choses, et cetera. Même si j'ai pratiqué le syndicat des discothèques, et cetera, pour bien me rendre compte qu'on faisait absolument pas le même métier. Ça, c'était très clair. Et en même temps, par rapport à mon âge aussi, je pense que ça a une importance, c'est-à-dire que j'ai le même âge que même, voire plus jeune que certains organisateurs. Donc bon, on a une communication un peu facilitée, on se comprend, en fait, et on arrive à convaincre quand même quelques organisateurs très réfractaires au système, en fait, parce que c'était ça, tu fais ta soirée dans un club, tu rentres dans le système, quoi. Voilà, ça se passe quand même très bien, quoi. Ça se passe peut-être même mieux qu'avec le rock. Il y a moins d'overdoses, il y a moins de bagarres, voilà. C'était ça aussi avec le public, moi je découvrais ça, c'est-à-dire que c'est un public adorable. On n'avait plus de bagarres à gérer, ce qui était un quotidien quand même, hein, avec nos soirées de dingue qui étaient géniales, mais c'était des soirées de dingue. On commence à inviter des artistes américains, anglais, tout ça s'accélère et effectivement, là, très vite, je dédie toute la programmation à la musique électronique, à toutes les musiques électroniques. Et le symbole, c'est que j'enlève la scène et je mets la cabine DJ à la place de la scène. Donc, et là, on change le son. Ça, c'est 95 où là, exclusivité musique électronique avec un gros son, des lumières, la cabine prévue à l'idéal. Dans cette aventure, Laurent est toujours présent, c'est-à-dire que la cabine, je la conçois, je demande à Laurent d'imaginer sa cabine idéale. On est les premiers à avoir un aussi gros système en club. C'est-à-dire que jusque-là, c'est genre, bon, bah, c'est sympa, ça marche, c'est fort, mais ça ne veut pas dire que c'est bon, mais c'est pas une priorité des patrons de club, quoi. Enfin,
Pas tous, enfin très très peu, très loin de la philosophie japonaise, des patrons de clubs, qui, commencent par mettre le son et construisent autour. Tous les artistes électroniques, à peu près, à un moment ou un autre, sont passés par là, ou ont voulu, en tout cas, passer par là. L'économie évolue avec le succès, mais dans les 2 sens. Oui, il y a plus de public. Oui, donc les chiffres sont meilleurs, on fait plus de bars et cetera. Très bien. Parallèlement, les artistes sont de plus en plus chers, ça coûtait pas rien au début, mais ça devient vraiment, et puis là, on invite des artistes internationaux, donc les budgets sont pas les mêmes. Les Américains qui veulent voyager en business, qui viennent à Troyes, qui veulent la limousine, etc. Bon, bah, et puis après, alors pas tout de suite, on a été longtemps tranquille quand même, avec une petite exclue, mais très vite il y a une concurrence, nécessairement, et ce qui est très sain, hein. Et donc, il y a des surenchères, d'offres, pour les artistes, incontournables, majeurs, donc voilà, beaucoup en profitent, voire exagèrent. On met des limites, c'est-à-dire que oui, bah, il y a des Américains que j'ai jamais reçus, parce que les prétentions ou les caprices étaient trop, donc j'ai pas, voilà, et puis ça reste une petite capacité, c'est petit quand même, donc bon, les soirées du week-end, nécessairement doivent marcher. C'est les soirées économiques, voilà, et pour permettre, de développer en semaine, des soirées laboratoires, où on présente des artistes, où on sait que là, c'est à perte. Donc voilà, c'est l'équilibre à entretenir, il y a plein d'exemples de soirées comme ça qui ont un succès d'estime, vraiment, tout le monde s'en souvient, mais qui sont des catastrophes, économiques, mais volontaires. J'ai vécu des frustrations monstrueuses. Je me suis de se faire refuser au bain-douche, au Palace, ça allait encore, mais dans plusieurs clubs, tu vois? Genre, j'ai vécu ça. C'est horrible, c'est horrible. Je voulais pas faire un club de luxe, un club privé, donc tout le monde est bienvenu, il y a pas de sélection, ségrégation, évidemment, les baskets, à l'époque, c'était un critère encore, tu pouvais pas aller en club en basket. Ben oui, si tu es sympa, si tu es pas trop bourré, et que tu aimes la musique qu'on propose, c'est ça aussi, il faut pas se tromper, quoi, tu vois? Tu es le bienvenu. Enfin, il y a pas, pour moi, j'étais responsable, de ce qui se passait dedans, des gens qui étaient dedans, de l'ambiance qu'il y avait dedans, et donc pour répondre, j'étais partout.